Bonjour chers auditeurs de Refaisons le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler maternité. Vous entendez la voix de notre petit assistant qui a décidé de participer à l'émission avec nous. Porter la vie est une grâce. Chaque femme est unique, chaque grossesse est unique et le déroulement d'une grossesse dépend énormément de votre environnement. Aujourd'hui, je reçois pour vous dans ce nouvel épisode de Refaisons le monde 3 femmes, 3 mamans qui vont se confier sur nous, sur une étape très importante de leur vie, les 9 mois durant lesquels elles ont porté la vie. Elles ont senti ce petit être bouger en eux. Elles ont offert au monde une valeur inestimable. Entre difficultés, astuces, comment se préparer à l'accouchement, comment vivre le postpartum. Ce podcast d'aujourd'hui est une véritable formation. Nous sommes sortis des sentiers battus. Nous avons un peu refait le monde. Je vous invite à être très attentifs. Nous avons d'abord le témoignage de HC et de Marie-Flora. Puis, nous avons ajouté le témoignage du Dr Audrey qui n'avait pas pu être là au moment de l'émission avec nous. Nous remercions toutes les intervenantes. Vous commencez par en avoir l'habitude. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, de la partager autour de vous. Ça peut forcément aider une personne qui se pose des questions sur la maternité, sur son déroulement, sur l'accouchement, sur la montée laiteuse et tout. Et j'attends de vous votre participation dans les commentaires. Allez, générique, c'est parti. En t'attendant, j'ai tricoté ta chambre de mes rêves, le dit ton prénom contre mes lèvres. En t'attendant, j'ai joué devant la glace à être une femme, réécrit mon histoire pour taire tes larmes. En t'attendant, j'ai acheté des robes couleur de bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Flora, ça va? Salut, ça va bien et chez toi? Ça va très très bien. Bon, toi tu as la chance qu'Iran il dort. Ouais. Otniel a décidé de participer à l'émission. Oui. Oui. Ça nous fera Pleine participation. C'est ça. Bon, il y a la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que beaucoup d'enfants naissent en novembre. En décembre, novembre, là, c'est un mois chaud. Beaucoup d'enfants naissent. Les enfants de la Saint-Valentin, tout ça. Et on fête bien en février. Oui, on fait bien en février. Dans l'école. Nous nous sommes proposés d'aborder le thème de la maternité. Déjà, comment vous avez découvert que vous étiez enceinte? La première fois, je surveillais. Donc, ça a aidé le test. Le retard, et puis après, on fait le test. C'était suite à un retard? Ouais, c'était suite à un retard auquel je m'attendais un peu. D'accord. Donc, avec le retard, après le retard, on attend et le test, voilà. D'accord. Et toi? Moi, je m'y attendais pas du tout. J'avais un retard, certes, mais c'était un peu habituel. Du coup, je m'étais pas vraiment inquiétée. Et j'ai fait des tests urinaires. Je pense que j'en ai fait 3 qui étaient revenus négatifs. Et voilà, j'étais tranquille, perplexe dans mon coin. J'avais pas de soucis. Je me suis dit, bon, ça va venir quand ça voudra. C'était pas mon problème.
Mais j'étais fortuitement allée à l'hôpital carrément pour autre chose. J'étais allée voir un médecin carrément pour autre chose et mon esthé m'a dit, ben tiens, faut que tu en parles et on verra. Du coup, le médecin m'a fait l'ordonnance du test sanguin que j'ai fait et c'est ça qui est revenu positif. D'accord. Oui, Ah, je profite pour le dire, pour ceux qui ne comprendraient pas. Parfois, les tests urinaires peuvent être tardivement positifs ou au début négatifs parce que il faut quelques jours, je pense une dizaine de jours, pour que Oui, l'AICG puisse être détecté dans les urines. D'accord. Comment on se sent quand on voit la double barrette ou comme Ashley, on reçoit la réponse de AICG positif? moi j'ai eu le vertige, je suis rentrée à la maison, j'étais à un cours, je suis rentrée à la maison le jour-là, sans, sans, sans crier, j'ai rien dit, j'ai dit au prof, je ne me sentais pas bien, je suis rentrée direct toute la journée. en tout cas, ça, ça dépend. Ça dépend. Franchement, là, pour la première grossesse, comme je l'ai dit, c'était complètement prévu, c'était attendu. Voilà, donc, quand j'ai fait le test sous la douche ce jour-là, j'ai sauté, j'ai failli tomber. J'étais vraiment trop contente. La deuxième fois, par contre, je m'y attendais pas du tout. C'était même pas, c'était pas mon mari qui a dit, ouais, on fait le test. Franchement, moi, j'étais persuadée que j'étais pas enceinte. Donc là, quand ça mire et que ça s'affiche, je ne veux pas attendre que ça affiche. Quand ça s'est après, je dis, mince. Franchement, ça a été quand même un choc. Voilà. Mais bon, après. Oh, tu attends que d'émotions dans l'air. Tiens aussi, écoute, Mm. je vois. Et euh, c'est peut-être naïf hein, ce que je vais demander, mais est-ce qu'on réalise que la vie a changé du coup? Non. Non, non. Sur le coup, je pense que moi, même jusqu'après mes 1 mois d'accouchement, je m'étais pas encore, même jusque-là, je me fais pas, je réalise pas encore que je suis vraiment maman. Ça fait C'était, bizarre. Non. voilà, sur le coup, on réalise pas le changement, hein. D'accord. Donc c'est un truc qui vient progressivement. Ouais, c'est Très, trop vrai. très progressivement. D'accord. Et est-ce que tout de suite je sais pas, on a hâte de que ça finisse vite, les 9 mois? Est-ce qu'on est dans l'appréhension Au début, non. pour vous, qui êtes des agents de santé, qui peut-être avez vu des accouchements? Est-ce qu'on est tout de suite dans la... Oula, Non. là, En on tout a cas, dit, on a voulu ce bébé, maintenant ça commence pas à devenir réel. Est-ce qu'on se projette en même temps? Ou... les premiers mois, je dirais qu'il y a plus le choc ou l'euphorie qui est là. Ouais, donc il y a un bébé dans mon ventre. D'accord. On fait les consultes, il faut faire ci, il faut faire ça. Les appréhensions, ça vient plus vers le deuxième trimestre, hein, Mm. parce que le corps aussi commence à ressentir le poids, il y a la fatigue et tout ça. Et vers la fin, on est vraiment pressé on est vraiment pressé de s'en débarrasser. D'accord. H. Voilà. Parce que moi, j'ai eu une grossesse assez paisible, pour ne pas dire vraiment paisible. J'ai rien du tout eu. Donc, voilà, j'étais tranquille, j'allais, je revenais, je faisais tous mes va-et-vient sans souci. Mais c'était surtout à la fin, à 1 mois de la fin, que j'étais fatiguée dans tout. En fait, est-ce que j'étais pas fatiguée en soi, j'étais juste pressée d'en finir. Non, fini. J'imagine pas le poids de bébé.
déjà, qui est avec le ventre qui est bien gros, les douleurs lombaires, Mm. te Moi, déplacer et tout ça. et tout ça, j'ai vraiment pas eu de soucis en fait de santé par rapport à la grossesse, j'ai rien eu de tout ça. Mais à la fin, j'étais surtout fatiguée, surtout, je pense que c'est à 2 semaines, non? Oui, à 2 semaines parce que je savais que j'allais accoucher un 17. Et quand on m'a annoncé la naissance de Kiran, c'était fini. Ah, tout raté dans ma tête. J'ai dit, bon, je ne veux pas entrer, il y a plus J'imagine, tous les sports j'imagine. pour C'est vrai finir. que quand Natacha était enceinte aussi, de Kiki, je pense que Candide aussi était enceinte à la même période, donc. Et du coup, elle se soutenait, et il y avait cette genre, on regarde la date de l'autre, et c'est bien. Je profite pour envoyer beaucoup de courage aux femmes qui ont des grossesses difficiles, hein, parce que Ah on ouais. n'imagine pas. Il y a des femmes qui, j'ai déjà connu des femmes qui sont restées hospitalisées quasiment toute la grossesse, qui font des menaces d'accouchement ou des ruptures prématurées de membranes. Et la grossesse est vraiment un chemin de croix. Mm. On voit plein de force aussi à celles qui désirent avoir un bébé. Et ce n'est pas encore arrivé. Que Dieu les bénisse et leur donne la grâce de vivre cette étape-là. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant de tomber enceinte? Déjà, je sais que dans les traditions africaines, on n'a pas souvent la chance d'avoir une éducation axée sur la sexualité. On ne dit pas, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais eu la chance que mon papa ou ma maman me fasse asseoir pour me dire, bon, jeune Ah, homme, tu grandis, euh, viens, on va commencer par discuter, on va parler sexe, on va parler choses là. Et je me dis, ben, c'est quand même dingue parce que nous-mêmes, on va devenir parents ou bien on est déjà parents pour vous. Et vous voyez, genre, on doit maintenant, en fait, bientôt, Otniel, Kiran vont commencer l'école, ils reviendront vous demander, mais comment on fait les bébés? et- Ou bien je veux un petit frère, je veux une petite sœur, ce genre de choses. et- Et on n'a pas de, malheureusement, hein, on n'a pas de formation ou, surtout en Afrique, on ne nous, à part les cours de biologie qu'on fait en troisième où ça passe rapidement là. On n'a pas et- vraiment de notion qu'on nous donne. Donc, je ne sais pas si pour la grossesse, c'est différent, si une fois que vous l'avez annoncé, on vous a dit, bon, il y a dada, viens, et on va, je sais pas. Non, moi, j'ai eu assez de chance. C'était pas un sujet tabou chez moi. On en discutait, que ce soit du côté de papa, que ce soit du côté de maman. La première fois, je me rappelle, j'en ai parlé avec mon père. C'était quand ma gynéco m'a dit, voilà, tu as tes premières règles. J'étais avec mon papa. Quand on nous l'a annoncé, il était content. On est allé au marché, on a fait des emplettes. Sa fille est devenue femme et tout. Et je pense le soir là, il m'a fait asseoir et c'est parti comme ça. On a commencé à parler de sexe, de tout, de voilà. Si quelqu'un, tu sais ce qu'on appelle un viol, je lui dis non, voilà. Si quelqu'un veut te faire un bisou par exemple et que tu refuses, tu ne veux pas et que la personne te force, c'est déjà un viol. Ça a commencé comme ça. Du coup, moi j'avais beaucoup de chance, on en parlait. Quand quelqu'un me draguait, j'allais le voir, on discutait de ça. Je pense qu'on en a beaucoup discuté avec mon père. On avait ce lien-là. C'est venu tardivement avec ma mère, le lien de parler de sexe. J'avais plus d'affinité avec mon père quand même. Mhm. Mais côté grossesse, j'ai aussi été éduquée d'une manière parce que ma mère, elle a eu 2 grossesses tardives. J'étais déjà assez grande, j'étais déjà majeure, j'avais déjà 18 ans. Du coup, j'avais déjà commencé l'université comme dans la santé. Je voyais déjà à peu près comment ça se passait. J'ai suivi sa grossesse avec elle jusqu'à la fin. Bon, 2 grossesses, donc j'ai quand même une base sur ce plan-là aussi. J'ai eu une base vraiment
vraiment assise, donc C'était pas déboussolé. j'étais pas neutre, j'étais pas comme Je vois. Ah ben déjà je vais relever deux choses intéressantes. C'est rare les papas qui amènent leur fille en consultation gynéco. Souvent, l'un des reproches qu'on fait aux hommes, c'est que nous ne sommes pas, à part mettre l'argent sur la table, les hommes ne participent pas à grand chose. Donc, c'est formidable. Déjà, un gros bravo à ton papa. Et c'est bien, tu vois quelque chose de malheur. Bon, avec les grossesses tardives de moment, quand même, tu as appris, quand même, c'était une formation. Et toi, MF? Euh, donc, chez moi, on parle pas de sexe, hein, franchement pas. Donc, voilà, à part que tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, puis ça s'arrête. Après, par rapport à la grossesse, c'est sur le tas. C'est vrai que moi, si maman a une grossesse tardive, mon petit frère, mais moi, je n'étais pas avec elle, donc tout ce que je savais de la grossesse, je savais ça de la médecine. Donc, c'est tout ce qui est médical. Après, pour ce qui est des autres choses à faire, ne pas faire, c'était au fur et à mesure. Ma maman, ma belle-mère, mes belles-sœurs, ils m'éclairaient un peu. Ouais. Donc, on voit quand même qu'il y a cette notion de solidarité où toute la famille se met en branle et donne quand même des conseils, y accompagne. Oui, ce qui est sûr, en tout cas en Afrique, Tu tu n'es n'es pas pas délaissé. non, pas du tout. Parce que souvent, nous sommes les premiers à dire que l'Afrique, là, c'est compliqué. Mais au moins, sur ces choses-là, Au ah, moins, il y a tout le monde s'implique. oui, tout le monde s'implique. Parfois, on s'implique même trop. Un peu trop. Hmm. Ah, c'est bien. OK. La question suivante. Je me demande, pendant la grossesse, qu'est-ce qui a été un challenge? Est-ce que vous aussi, vous avez souffert des nausées, des classiques nausées matinales ou des vomissements, du mal à vous alimenter, ou bien vous avez eu la chance que quand même tout est passé crème? Franchement, moi, j'ai des grossesses vraiment, vraiment bien. J'ai pas vraiment les nausées. Non, pas vraiment. Même les vomissements, je vomis pas. Donc, challenge, tout ce qu'on dit sur les signes sympathiques de la grossesse, c'est pas vraiment, je sais pas qu'on dit ça. Pas connu Si c'est ça. pas moi-même qui me mets souvent dans les situations compliquées, tu dois rédiger test, tu tombes enceinte. Tu dois faire si tu tombes enceinte. Ok, tu Non, vois. pas. Et toi, H? Rien du tout non plus. Rien. C'était trop calme même. Tout Vous allez voir, les gens vont nous dire que est au nous, bout. on a choisi des femmes qui ont des grossesses calmes. Tout le problème, c'était d'aller au bout, surtout que c'était une première grossesse. Oui. C'était juste d'aller au bout, qu'il ne soit pas prématuré, qu'il soit en bonne santé, suivre les instructions. C'était tout le gros challenge. À part ça, j'ai rien eu comme souci. Un souci. Parce Rien que du tout. comme, Avec Mais mon ventre, si je ne disais même pas, je pense jusqu'à 7 mois, si je ne disais pas à quelqu'un, on ne savait même pas. Je reste même au dehors des fois et des gars viennent encore me draguer sur grossesse. Là. Quand même, oui, MF, tu voulais ajouter un truc. oui, il y a quand même un challenge. Parce que moi, je ne prends pas de médicaments. tout, Ça, c'était un challenge. Surtout le fer, là. Oh là là là. Non, non, non. Je ne prends pas de médicaments. Même les prescriptions, quand je pars, ils font les prescriptions. Moi, je sélectionne ce que je fais. Je regarde ce qui est utile pour le bébé. Ça, Surtout vous, c'était... les médecins, là. Ah ouais. jusqu'à c'était juste de la et c'est tout, même pas de faire jusqu'à la fin.
Oui, ici, ils ne mettent même pas le fer. Mais au Bénin, Ah, oh, bien. oh, Mm. après, on va te mettre les vitamines, on va te mettre Mm. les trucs. Je précise que vous avez eu la chance d'avoir votre grossesse en France. Et oui, c'est la différence, ça. Mais je pense que ça doit être lié aussi au mode de vie et Oui, aux réalités chez nous. Parce que malheureusement, on donne du fer à beaucoup de gens, un peu par excès, parce que il y a quand même pas mal aussi qui sont en situation de carence martiale et qui ne se connaissent Moi, pas. Et donc, les mesures de santé ont choisi de traiter tout le monde comme ça, en mode. au pays, je pense que mon taux d'hémoglobine, ça tournait autour de 11. Et je suis sûre que si j'avais gardé la grossesse au pays, je serais été mise sous bien ferme. sûr. Ouais. Tous les, tous mes examens que j'ai faits durant ma grossesse, mon taux d'hémoglobine, ça tournait autour de 13. Donc, voilà, Hmm. on n'a pas de raison de me mettre sous De fer, en fait. faire et autres. Oui, elles sont des réalités inhérentes aussi à notre environnement et à ce qu'on mange et tout qui font ça. D'accord. Donc, pour vous, je retiens essentiellement des grossesses paisibles et c'est une grâce. C'est une grâce. Je voulais demander, à l'approche de l'accouchement, comment on se sent? Hmm. En tout cas, quand c'est le premier accouchement, il y a la peur, il y a un peu de peur. Ouais, je me rappelle. Parce que quand tu te rappelles de ce que tu as vu en salle d'accouchement, là, tu te demandes. Après, il y a quand même aussi ce sentiment de tu veux quand même que ça passe vite pour avoir ton bébé. Donc, on est aussi un peu pressé. Et je crois que c'était les deux sentiments. Et puis les appréhensions après l'accouchement. Ça va se passer comment? Tu ne sais pas, c'est tout nouveau. Quand tu dis après, et comment dit-on, quand tu es installé à l'hôpital ou à quelques jours, Je me parce dis que même à quelques semaines, 2 semaines avant. malgré que c'était la première grossesse, j'avais pas peur, j'avais rien du tout. En fait, je sais pas si c'est parce que j'ai pu suivre les 2 dernières grossesses de ma mère, mais j'étais vraiment zen. Au fond de moi, j'étais vraiment, vraiment zen. C'est, C'était juste comme ça. C'est surtout le après qui était mon souci. Oui, je vois. C'était après. Et pendant la grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que oui, on a reçu la bonne nouvelle. On va peut-être accoucher dans je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce qui, comment on se prépare à ce changement-là? Parce que, plaise à Dieu, un bébé qui vient, il va grandir jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à aller fonder sa propre famille lui-même et tout. Donc, en fait, il y a un avant, il y a un après. Mm. Comment, pendant les 9 mois, on se prépare à la venue de ce bébé? Je veux dire, à part l'aspect suivi médical et consultation, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien? Est-ce que je dis des bêtises, est-ce que je dois commencer par aller courir acheter une poussette pour bébé, le berceau? C'est à quel moment, en fait, de la grossesse, on commence par penser à tous ces éléments-là pour des gens qui ont, et qui vont devenir parents ou qui, je sais pas. En vrai, les responsabilités, ça vient avec, avec l'annonce. Hein. Commencer à faire tout ça, c'est des dépenses. Surtout pour de jeunes couples. Il faut commencer déjà. Mais les achats proprement dit, c'est souvent au second ce trimestre, il faut Mm. commencer à- il faut faire le point de ce qu'il faut acheter, savoir ce qu'il faut acheter, ou acheter, faire le point, prévoir l'argent, faire les achats, aménager aussi.
le cadre de vie, parce que c'est un changement. Il faut qu'il ait son espace. Et ça, c'est des responsabilités supplémentaires. Supplémentaire. Et, Que ach- et qu'est-ce qu'il faut acheter justement? Moi, comment dit-on? Moi, je pense que ça va pour le français, je me suis un peu précipitée sur les choses. Je fais du tricotage. J'avais commencé déjà, je sais même pas, j'avais même pas encore fini le premier trimestre, je connaissais pas. J'ai commencé à tricoter des petits bonnets, des chaussettes. Quand j'avais à mes heures perdues, je faisais ça déjà. Et je passais tout mon temps à surfer sur le net, à regarder tout ce qui va avec bébé. Il faut savoir. C'est déjà par chercher à regarder. Je mettais tout et rien dans les paniers. Et la sélection, ça a été fait tout doucement. Mais du Et j'ai coup, fait les achats, je pense, à partir du 7e mois. du 7e mois. Mais est-ce qu'il y Donc, a des choses indispensables qu'on doit acheter? Genre un no-go. les habits, parce que s'il vient, il va pas rester nu. Les habits. Le seul c'est qu'on a souvent tendance à en acheter beaucoup. Mhm. Et parfois, ils portent pas tout, hein, parce qu'ils les bébés. Les habits, tout ce qui est quoi. Moi, je trouve aussi le berceau, même s'il dort pas dedans tout le temps. C'est quand même essentiel. Euh, donc, ici, on n'amène pas grand-chose à l'hôpital. Ici, il n'y a pas les habits. Même la gigoteuse, je mets ça dans les habits, hein. Ici, il n'y a pas grand-chose qu'on amène à l'hôpital. Au pays, il faut amener du coton, des compresses, de l'alcool, ces choses-là. Pour le placenta, mais ici, il n'y a rien de tout ça. Ici, il faut juste ce qu'il va porter. Et la poussette, si vous n'avez pas de voiture, le berceau. Incontournable, c'est ce que moi je trouve. H, Des tu as quelque biberons. chose à ajouter? Ah oui, le biberon. Et on pense utiliser du biberon. Le biberon aussi. Si on pense en utiliser. D'accord. H? biberon, tire-lait. Moi, le tire-lait, c'est vraiment indispensable là. Après, ça dépend de chaque femme, hein. Si tu as comme une vache à lait, où il y avait de lait, il y avait des engorgements mammaires, donc j'étais obligée de tirer. Après ça, bon, comme Flora l'a dit, c'est un peu ça, hein. Berceau, les habits. Et puis les habits, faut pas se jeter sur tout et acheter tout et rien du tout. C'est, même les habits de naissance, je pense que le bébé, comme on le dit chez nous, c'est dans le ventre, c'est long. Quand ça sort, c'est autre chose. Ça grandit très vite. Et donc, quand tu prends des habits de naissance, tu en prends 10, par exemple, il va juste mettre 2. Parce qu'à 2 semaines, les habits de naissance, tu risques de ne plus les utiliser, de commencer par les habits de 1 mois, déjà. Donc, faire un tri dans les achats des habits. Si, voilà, c'est ça. Parce que ce qu'on observe souvent, c'est vrai, c'est que comme c'est le premier bébé, l'excitation, et heureusement, on peut connaître le sexe de bébé. Donc, si je retiens bien, il ne faut pas se jeter sur les habits et tout acheter d'un coup. Il faut. J'étais partie dans cette lancée-là, mais je crois que j'étais avec Sophie, la maman de Romain, le jour-là. Et hop, 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 hop. J'étais déjà là, je prenais déjà sur mes manches comme ça. Elle m'a dit, hey, pas ça, hein. Tu vas le voir en un clin d'œil. Elle a commencé à mettre du 1 mois direct. À quel moment? Pas d'habit de naissance, lui, de 0, quelque chose. Là, direct, les 1 mois. Parce qu'il était quand même un peu Oui, élan. assez grand à la naissance, oui. C'est ça. On a
Et ça, jusqu'à présent, à 4 mois, il met du 6 mois. Et je pense qu'avec le temps, ça va être Ouais, comme ça. je vois. Donc, il y a cet aspect-là. Euh, Vous êtes plutôt team baignoire ou pas de baignoire? Bon, si c'est au pays, la question ne se pose pas beaucoup, hein. On a oublié la baignoire. Oui, Ok. C'est quand même essentiel. Même si on ne plonge pas le bébé dedans, moi, je ne suis pas de la team de plonger le bébé dans la baignoire. Mhm. Mais même pour le laver à l'africaine, la baignoire est assez pratique. mm, Ouais. on l'a D'accord. lavé avec l'aide des mémés qui faisaient appel vidéo pour montrer quand même, bon, quand même, donc, à l'africaine, malgré La les baignoires, distance. à bien, bien appuyé, ça pousse. Je vois. D'accord. Parce que comme je le disais, l'une des choses qu'on voit beaucoup, c'est que, surtout quand c'est le premier bébé, on veut tout acheter, ne manquer de rien. On se dit que, il y a même des gens qui culpabilisent en se disant, faudrait pas que j'ai à aller acheter telle chose parce que ils se sentent comme un mauvais parent. En mode, ils n'ont pas anticipé telle ou telle chose. Parents. Il n'y a pas de mauvais parents. Ouais. Faut acheter tardivement que d'acheter que ça reste, en fait. Je trouve d'acheter l'essentiel, des trucs vraiment, vraiment essentiels, et après le reste, ça vient petit à petit. Moi, je continue encore à acheter, mais ça vient tout doucement, en fait. D'accord. Ok. MF, tu as un mot? Non. Je voulais justement dire que justement, c'est inutile de se mettre de la pression. On n'a pas, on apprend, hein, on apprend, tout le monde apprend, même nos parents continuent d'apprendre. Donc, ouais, il y a les essentiels, tu achètes les essentiels au fur et à mesure. Parce que on a beau tout prévoir, quand on se retrouve dans la situation, il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Moi, par exemple, après avoir fait une semaine à l'hôpital, on est rentré, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris de table à linger. Et en ce moment-là, c'était Important. essentiel. Il fallait réfléchir, est-ce qu'il fallait quand même commander, est-ce qu'il fallait aménager. Voilà, donc on a beau tout prévoir, il y a toujours des trucs et c'est pas ça qui fait que on a échoué, quoi. Ouais. D'accord. Je voulais savoir, pendant euh, les hommes, nous, bon, de plus en plus maintenant les hommes, on a compris que ce n'est pas seulement une question d'apporter le pain à la maison, hein. Et de toutes les façons, le monde a tellement changé que même ceux qui ne veulent pas commencent par le comprendre. Donc, je me demande quelle est la place des hommes. Comment un homme peut trouver sa place pour ceux qui veulent participer pendant la grossesse? En quoi, pour vous, votre expérience, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour ne serait-ce qu'améliorer ce moment-là? Parce que déjà, la cohabitation n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez eu des sauts d'humeur qu'on décrit pendant la grossesse, des envies bizarres, comme des images où on voit la femme enceinte qui dit à son mari de verser l'eau sur la tôle, ou que vous voulez manger tel heure, il fait nuit et monsieur doit sortir. Aller en quoi? Je ne sais pas déjà, ma première question, est-ce que vous avez vécu aussi ce genre de choses qu'on décrit? Et si non, en quoi les hommes peuvent être plus présents ou apporter, en quoi on peut être plus contributif dans ce moment important? Bon, tout ce qui est des envies de grossesse, bon, c'est vrai que ce qu'on voit sur la toile et tout ça, c'est un peu caricatural, hein. Je, je pense que, à moins que ce soit une femme vraiment super capricieuse, peut-être. Mais après, chacun a sa personnalité, son ressenti. Ouais.
les envies de grossesse, ça, c'est un fait. T'as envie de, parfois, t'es juste là, tu as des envies bizarres, peut-être même des choses que, moi, je ne mange pas de l'oignon cru, mais quand je suis enceinte, je mange de l'oignon cru. Capable d'en manger, je sais pas, c'est comme si ça a un autre goût. Tu as envie de manger des choses, et en fait, quand l'envie te prend, si tu n'as pas mangé, ça te laisse pas. Ça, c'est un fait. Mais pour ce qui est de faire sortir ton mari en pleine nuit, ça, je crois qu'ils exagèrent un peu quand même. D'accord. Voilà. Ah. Les envies de grossesse, moi, j'ai pas eu envie, genre, des envies où c'est ça, tu as envie de manger. Si tu ne trouves pas, tu n'es pas à l'aise. Non, j'ai pas vraiment eu des envies de grossesse à ce point. J'avais des envies. Ça m'arrivait d'avoir envie de manger à table, par exemple. De- Là que tu en penses. Je te dis. L'odeur, pas, je sens l'odeur, je dis c'est ça, j'ai envie de manger, mais pas au point où, genre, si je ne trouve pas, c'est. En même temps, si c'était comme ça, elle avait opéré. Moi, quand ça me prend, c'est capable de durer jusqu'à la fin de la grossesse. Après, Oh, le premier trimestre, c'était le piment qui était mon envie. Je prenais du piment 7 jours sur 7. Je fais du page, je prépare, j'assaisonne tout et je mettais ça au frigo. Du coup, tout, n'importe quel manger, que ce soit du riz, pas des pâtes, que ce soit je cuisinais africain. Tout ce que je mangeais, il y avait déjà du piment dedans, mais j'en rajoutais, je faisais du piment à papa, j'en rajoutais. Je prenais akassa avec piment, je préparais akassa là chez moi, je prends avec piment et poisson. Comme ça, ça là, je pense, j'en ai pris sur une semaine, vraiment même. Et j'avais ma coloc, je prends ça comme ça, et elle vient avec du lait, dit, tu as fait du mal au bébé. Elle vient avec du lait pour me dire de souffler quand même un peu, Oui, oui. à qui me fait du bien à moi. J'étais là-dessus, donc. Je vois. Ok, donc on saura que c'est pas un mythe. Et ben, bon, sur la toile, c'est vrai que ça tourne Donc, en caricature. après, il y a les sauts d'humeur. Ça, moi, Mhm. j'en ai d'humeur où tu es tranquille, tu n'as rien du tout et tu te retrouves à pleurer. Après, tu te calmes toute seule. J'ai eu des sauts d'humeur, mais pas des sauts d'humeur à m'énerver contre quelqu'un. Juste des sauts d'humeur où, à un moment donné, tu te sens triste ou tu te sens seul et tu pleures un peu. Après, tu te dis, mais qu'est-ce que j'avais? Tu pleures, mais tu ne sais pas ce pourquoi tu pleurais, en fait. Et c'est tout. Et tu te calmes tout seul et tu vas faire. Et même ça te rappelle des souvenirs, c'est ça? Ah, moi, déjà, je suis assez bipolaire, donc je suis pas seule dans ma tête. Quand tu- Ouais, c'est des réalités et c'est important de le dire aux hommes parce que parfois, vous voyez, bon, nous n'est pas dans votre corps. Déjà que vous-même, vous ne Ça, savez vous pas. comprenez pas. Mais oui, déjà que vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous pleurez. Imaginez si on est deux dans la maison et puis, subitement, tu te mets à pleurer comme ça, ah, désemparé. Qu'est-ce que tu as? En fait, cette incompréhension-là même peut parfois amener il y a des conflits. C'est Oui. ça. Parce que lui-même, il va se demander, mais ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou bien. Mais dans cette situation, la seule chose à faire, c'est de laisser la personne pleurer parce que ça va se calmer tout seul. Les hormones, comme on le dit, c'est Oui. ça va passer. Ouais, c'est comme D'accord. si la personne est en train de pleurer, tu commences à dire, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux faire? Puis elle est un peu collant. Je pense que ça va ramener ça va traîner. Oui. Et après, il y a le fait de faire aussi bébé un peu. Ça C'est aussi, important aussi. non. Ouais. Oui. Oui.
Je vois. D'accord. Et pour le second volet, qu'est-ce La que nous, les plateforme, hommes, nous pouvons faire pour être plus présents? c'est ça. Oui, oui, Les hommes d'abord, c'est même pas que ceux qui veulent. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option. ou bien, Les grossesses, c'est pas une personne. oui, Franchement, très bien. pour avoir passé une grande partie de mes grossesses, seule, pas complètement seule, mais les moments où il est là, tu sens la différence. Les grandes sœurs, mamans, les trucs, ça ne remplace pas ton conjoint. Ouais, Ça ne remplace pas du tout. Donc, les hommes ont franchement un très grand rôle à jouer dans cette affaire. Le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'épaule et qui te comprend, ça change. Ça change. Après, maintenant, ça va de chaque femme. Moi, par exemple, j'aime bien les hommes qui accompagnent leurs femmes aux consultations. Tu n'accompagnes pas pour rester sur le banc, tu rentres dans la salle avec moi. oui. Comme un bébé. Voilà. Donc, ces petites attentions, ouais, elle a envie de manger un truc, quand même de concentre l'effort, ne pas lâcher des trucs dans le genre, parce qu'il y a des hommes qui vont te dire non, tu en fais trop, tu n'es pas la première femme à tomber enceinte. Non, ça, c'est pas des réflexions à avoir. Il faut comprendre que chaque femme est unique et chaque grossesse est aussi unique. Oui. Il y a des choses qu'elle ne va pas faire lors de sa première grossesse. C'est peut-être à la quatrième qu'elle va te sortir les phases. Il faut comprendre. Donc, surtout, c'est la compréhension. Il faut, il faut que l'homme, franchement, il soit tempéré, qu'il comprenne que ouais, c'est pour un temps, ça va passer, et qu'il soit présent, surtout moralement, parce que même si tu n'es pas à côté, consente quand même que tu t'impliques. Oui. Moi, je me rappelle qu'on me faisait livrer des plats de filles. On trouvait quelqu'un qui m'a acheté, qui me ramène. Voilà. Et c'est Et, important aussi. c'est ça. Et puis après, il faut. Bon, je crois que financièrement, ça, la majorité des hommes responsables, ils essaient quand même de le faire. Au moins, enlever au moins ce souci à la dame qui est enceinte aussi, ce n'est pas négligeable. Hmm. Otnia, tu veux nous dire quoi? Hmm. Je vais dire, pas le côté financier, il faut être attentionné avec sa femme parce que la grossesse, c'est pas donné. Même si on a eu des grossesses paisibles, je vous assure que si ton conjoint n'est pas assez présent moralement, et bon, genre, c'est pas, quand on dit présent, ce n'est pas il est là et puis ça s'arrête là. Non. Être présent, faut être attentionné avec ta femme, euh, discuter avec elle. Ça, c'est vraiment important de discuter, savoir comment elle se sent dans sa peau, si ce n'est pas trop de pression, faire de petits massages, en fait, juste être câlin. Moi, je sais pas si c'est la façon dont je suis, mais quand on est câlin avec une femme, je pense que ça enlève beaucoup plus de réflexion. Ça ne la pousse pas à dire, mais je suis seule, je me retrouve seule avec la grossesse. Il est là, mais tu ne sens pas qu'il est là vraiment. Donc voilà, être câlin, ça aide un tant soit peu quand même. Ça, eh, ça réduit les crises des pleurs là. Ça Oui. réduit un peu aussi. Tu te sens choyé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut t'écouter quand ça va pas, quand il y a les hormones qui tournent dans ta tête. Le plus important, c'est d'être attentionné. L'argent, ça, c'est rien. Et à côté du fait d'être présent et être attentionné avec sa femme, ça ne fait pas le poids. Ça ne fait franchement pas le poids. Parce que la santé mentale d'abord, si elle n'est pas bien mentalement, même si physiquement ça va et que dans sa tête, elle est fatiguée mentalement, moralement, ça ne va pas.
c'est que ça ne va pas, en fait. Oui. Oui. Bien d'accord avec tout ce qu'on a dit. Et vous voyez, c'est un challenge, hein, parce que, en fait, malheureusement, en Afrique, beaucoup d'hommes n'ont pas été éduqués à ça. Non. Euh, Déjà que même dans l'éducation, souvent les enfants apprennent, on leur dit ce qu'il ne faut pas faire, parfois ce Oui. qu'il faut faire. Oui. Mais les parents, même quand ils te disent ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire, ne sont pas toujours un exemple, surtout dans la vie de famille, dans la façon d'être avec une épouse, d'être avec nos mamans et tout. Donc, c'est pas une excuse, hein, mais Mm. il y a ce biais-là qui joue déjà contre beaucoup d'hommes africains qui fait que euh, Et malheureusement, oui, je le, dis un oui, peu à nos mamans, futures mamans, nos jeunes mamans, et celles qui sont enceintes aussi, d'être vraiment, vraiment patientes. Parce que, comme tu l'as dit, ce n'est pas un truc qu'on apprend aux hommes. Et il y en a qui l'acquièrent facilement, qui comprennent rapidement, mais il y en a d'autres, voilà, c'est petit à petit, ça va s'installer. Donc, il faut, quand votre homme n'est pas attentionné, il faut en parler, il faut en discuter avec lui. Et petit à petit, ça va s'installer. Mais si on va regarder tout ce qui se passe sur la toile, toutes les vidéos Mhm. qui touchent le mari, par exemple, après l'accouchement, est en train d'habiller sa femme et tout. Tous les hommes ne savent pas faire ça, par exemple. Mhm. Ils ne savent pas faire ça où tu es tranquille, tu es enceinte, tu es tranquille sur le lit, tu as le petit déjeuner qui vient à toi. Tous les hommes ne savent pas faire ça. Il y a pas, instinctivement, ils n'ont pas ce flair-là. Donc, il faut être aussi compréhensif, hein. On n'a pas tout ce que l'on veut dans la vie. Donc, on accepte ce qui vient et on apprend à vivre avec le reste. voilà. Et on cherche à être meilleur. C'est comme ça, c'est pas une compétition, c'est pas, Ouais. et en plus, le monde d'Internet, là, franchement, il y a des femmes qui ont la chance, quand elles vont tomber enceintes, à chaque grossesse, leur mari leur offre une voiture. Ah, Si, ah non. si votre mari n'a pas les moyens ou n'a pas D'acheter cette ambition, ça ne fait pas de lui ou de votre Mhm. couple un couple moins qualitatif que les autres. C'est pas parce que vous n'allez pas à Dubaï on ne vous offre pas en tout cas, il faut, Pas forcément voiture, mais c'est la moindre des choses. Une femme qui va donner vie à un bébé, qui risque sa vie, mais a fait quand même, même si c'est, même si c'est un collier de 500 symbolise, quand la femme, même si elle ne met pas, même si c'est un collier de 500 elle regarde ça, elle va dire, ah, c'est le cadeau que j'ai reçu à la naissance de telle personne. C'est la moindre des choses. Je vous sincèrement, c'est la moindre des choses. Un voilà, truc, c'est tout. Parfois, on ne demande pas voiture, on ne demande pas carré, on demande, même si c'est un bouquet de fleurs là, c'est la moindre des choses. il faut apporter, qu'on sache que voilà. Donc, ouais, on a profité pour refaire beaucoup de coaching pour les hommes. C'est bien. Ma prochaine question est de savoir, est-ce que, maintenant pour vous, est-ce que euh, lorsque bébé est né et tout, cette histoire de on oublie toutes les souffrances passées là, c'est vrai, genre des Oh, douleurs de l'accouchement, dès qu'on a bébé là, pam! il faut bien écouter les mémés là, hein. Elle dit ça parce qu'elle veut les petits-enfants. Faut laisser. On n'oublie pas automatiquement. Mais ça dépend. Pour Kieran, j'avoue que même le lendemain, j'étais déjà en train de programmer mon prochain bébé. Mais pour Kessia, même jusqu'à ça, 1 an, quand tu me parlais des petits frères de Kessia, je pouvais sauter sur toi pour te têter. Parce que franchement, là, en fait, comment ils ont dit là-bas, j'ai pas.
Ouais, elle me rappelle, même jusqu'à aujourd'hui, elle me rappelle bien. Elle me rappelle bien. Accouchement en Afrique, là, ça fait trop mal. Ça, Non. c'est une réalité, il ne faut pas. Mais ça n'enlève rien au fait que ça vaut le coup quand même. Oui. Ça n'enlève rien à la beauté de la chose, à la joie que ça t'apporte. C'est vrai que quand tu vois ton bébé, je me rappelle que pour qu'est-ce que j'avais pleuré. C'est vrai, franchement, j'ai vu ce que c'était que ce qu'on appelle les larmes de joie. Tu sens vraiment la délivrance, franchement, mais ça n'enlève rien à la douleur. Hein. Ouais. Je pense pas qu'on oublie, mais C'est quelque chose qui passe, tu sais que c'est passé, mais oublié. Je me rappelle des moindres détails. Aïe, moindres détails, les moindres détails. Et dites-moi, On en rit, oui. on en rit, à la fin, on en rit, mais tellement là, que personne ne parlait de deuxième bébé. Est-ce que vous aussi, comme Flora le disait, vous avez senti cette pression de la société? Parce que parfois, moi je le vois, moi qui n'en ai pas encore, parfois, je suis rentré la dernière fois juste pour quelques semaines et tout le monde me disait déjà, mais Jean, ça fait tel mois que vous êtes mariés, hein. Ouais, la nouvelle, ouais, bébé, ouais, machin. En mode, je sais pas, parfois j'ai l'impression que la société ne se contente pas de vivre le moment présent. En fait, Non. c'est comme une étape. Et j'ai déjà vu à une femme qui vient à peine d'accoucher, elle n'est pas encore sortie de la maternité, qu'on lui demande déjà le deuxième bébé, le troisième bébé. La sorcellerie. Et je ne sais pas si vous Excuse, sentez ça aussi, cette pression de la société. la sorcellerie. Et si tu dois suivre la société, tu iras droit de faux. Direct, un fossé. De quoi parle le test? Avec sa vie, c'est des gens qui n'ont même pas encore réussi à bien planifier leur vie, qui ne sont pas bien stables non plus, mais qui sont tout le temps là à te mettre une pression fou, sans parler aussi des parents qui sont là. Moi qui suis ici, je dis, moi, n'en parlons même pas. C'est vrai que moi, 21 ans déjà, maman me dit, non, fais un enfant, je vais garder les études, tu vas continuer tes études. Parce que dans la famille de mon papa, c'est les études d'abord. Les études, tu gagnes bien ta vie et après tu parles d'enfant. Du coup, voilà. Et quand je lui dis aujourd'hui, si ça vient, d'accord, mais si c'est qu'on doit vraiment planifier, si mon temps, que personne ne vienne me l'oreille de enfant. Hein. Si ça mis on a, mais je prends mes précautions, que personne ne d'enfant. Ce n'est pas, comme on le dit chez nous, un djebbe quand doit. Du sel dans une cuillère, comme une cuillère juste d'abord et prends, avale, tu verras comment c'est. C'est pareil, c'est pas facile. Du coup, société, excuse-moi pour le thème, mais on l'emmerde. Oui, moi je suis franchement, d'accord avec ça. c'est la mentalité de l'Afrique. Hein. C'est comme ça. Moi, j'ai fini par comprendre ça au début. Ça m'énervait vraiment parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, l'enfant n'a pas 6 mois. Et on te fait des réflexions dans le genre, il faut qu'il commence à vite marcher pour que tu prennes la seconde grossesse. Je n'ai même pas encore récupéré du traumatisme de l'accouchement. Profitez de votre mariage, parce que quand un enfant rentre dedans, ce n'est plus ça, vous retrouvez plus à deux, hein. Il y a plus, c'est comme si tu n'avais plus de vie. Genre, si tu ne sais pas te recadrer, si tu ne sais pas t'organiser, tu n'as plus de vie. Hein. En tout cas, pour la première année, pour les premières années, plus de vie, tout autour de l'enfant. Donc, je te dis, profite de ton mariage. C'est maintenant, il faut profiter du mariage. Parce qu'après, dedans là, eux, ils sont en train de te dire, vous êtes mariés, les nouvelles sont où? Quand l'enfant va rentrer dedans là, votre vie à deux là, c'est fini. Il n'y a plus de vie à deux. Parce qu'il y a déjà enfants dedans. Ça devient 3, 4, c'est vie à 4.
maintenant, ça devient trop profond. Si vous pouvez même attendre, je ne sais même pas, 3 ans, 4 ans avant de faire votre enfant, c'est à vous de voir. Ne vous précipitez pas parce que la société, parce qu'il y a des gens qui ont la société. Profitez-en. C'est ça. Comme le dit Ashley, il ne faut pas écouter la société. C'est leur mentalité, des réflexions comme ça ne manque pas. Même là, on me dit déjà, tu vas faire encore d'autres. Tu dis juste oui et puis tu rigoles. Ce que tu veux, c'est dans ton cœur. Parce qu'après, quand le bébé arrive, il y a personne pour payer ses couches. Hein. Il n'y a personne pour venir faire les nuits blanches avec toi. Il n'y a personne pour... Non, donc, la pression de la société, elle est là, mais après, il faut que chacun sache que, ouais, c'est ma vie et puis je fais ce que je veux. C'est important. Tu vois, ça fait une dizaine d'années déjà que moi, on me demande un enfant. En tout cas, mon maman, elle m'en demandait un parce qu'elle disait que j'avais ça qu'elle va vite mourir. Malheureusement, bon, elle est vite décédée. Mais... Donc, tu vois, il y a toujours eu cette pression-là, en tout cas chez moi. Et comme, bon, je fais partie des aînés de la famille et tout et tout. Donc, on se dit que, ouais, il faut que, tu vois, moi, j'ai toujours été clair avec tout le monde. Le jour où je suis prêt, je viendrai vous dire, bon, elle est enceinte, voilà, elle a accouché ou pas cher. Et je trouve que beaucoup de jeunes tombent dans ce piège-là, malheureusement. Ils se programment pas, ils n'ont pas de vision sur le long terme. Et parce que tonton a dit tel ou tel, on est jeune, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas planifié les bébés et puis bam, du jour au lendemain, on se retrouve. Et tous ceux qui ont demandé le bébé, s'ils sont gentils, ils vont passer une fois tous les 3 mois. Hein. C'est ça. Au jour le jour, c'est vous qui êtes dedans. Donc, important à préciser. MF a lancé l'introduction du prochain sujet qui est intéressant. Est-ce que vous avez eu à faire des nuits blanches? Ah, moi, j'en ai fait. Hein. Même là, on s'est poussé de tête sans encore dérégler les nuits qu'on faisait déjà. Les nuits blanches, j'en ai fait. Hein. On en a fait avec nous dans la maison ici. Il faut se réveiller pour qu'il t'aide pratiquement toutes les 2 heures. Quand il t'aide, il va t'aider 15 minutes. Tu vas pendant 15 minutes, donc ça fait 30 minutes. Donc 1h30 après, tu es encore réveillé. Il va encore t'aider. Et le cycle comme ça jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Tu restes assis. Parfois, il y a des nuits que j'ai passées assise dans le canapé. Est-ce que c'est pire que les gardes médicales? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que, je sais pas, naïvement. C'est pas pareil. Pour ça, je me rappelle que les 2 premières nuits, bon, la première nuit, j'étais encore à l'hôpital, donc j'ai pas fait grand-chose. Et quand je suis rentrée à la maison, la nuit, je passais les nuits seule avec elle. Les 2 premières nuits, franchement, ça m'a mis hors de moi. Pourtant, j'ai déjà fait des gardes en réa où je n'ai pas dormi jusqu'à 6 heures. Et au moins, en fait, quand tu es à la garde, tu fais des choses. Là, tu es assise avec un bébé dans les bras. Donc, tu as sommeil, tu ne peux pas dormir. Je me rappelle que pour que ça, finalement, je regardais des séries. J'ai commencé à regarder des séries pendant la nuit. Pour essayer de ne pas m'énerver. C'est pas pareil que les gars. Les gars, tu es en mouvement. Donc, ton cerveau est éveillé, mais là, tu ne fais rien. C'est énervant. Et toi, Ashley? Alors, moi, je me rappelle pas avoir eu de nuit blanche comme ça. Disons que j'ai été vraiment préparée par ma sage-femme qui m'expliquait que voilà, les bébés, ça te fait des crises à 3 jours, à 6 jours, à 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines. C'est surtout ça c'est les pics de croissance là que j'ai eu
Donc, je pense à la maternité, le troisième jour, je pense à la nuit du troisième jour ou du deuxième jour, on est resté en éveil toute la nuit. Mais après ça, quand on est rentré, quand il tète, il peut faire 3 heures avant de téter encore. Donc, dans la nuit, il tétait 2 fois. 2, trop plus. Si c'est trop, c'est 3 fois. Mais il dormait bien. Quand il finissait, il dormait automatiquement. Et donc, tu dors aussi. Dans la journée, tu en profites. Parce que dans la journée, il dort beaucoup. Oui. Donc, tu dors aussi. Après, moi, j'ai eu un bébé assez sage, comme je le dis. Comment tu sais? Il a commencé à les faire à 1 mois. Après les 1 mois, je pense que nous, on n'a plus eu de soucis de sommeil. Il se réveille une fois dans la nuit. Ou même s'il se réveille 2 fois, ces gens, il se réveille, il tète, il continue directement le sommeil, il reste pas en éveil pour faire truc là, pour s'amuser encore. Il dort directement et du coup, toi-même, tu dors avec lui. Et voilà. Et comme je le dis, j'ai un bébé assez sage. Je lui disais, on n'a personne, il n'y a pas de mamie ici pour te garder, il n'y a personne. Moi, je dois faire ci. Du coup, elle aussi avait cette idée. Et ça, je remercie Dieu. Comme on le dit, chaque enfant est unique. Oui. Et j'ai eu mon unique. Oui. J'ai eu mon unique au. C'est- Ouais, moi, c'est des questions que je me pose. Parce que je me demande comment vous faites en fait. C'est une question que je me suis toujours posée. Par exemple, il y a Zoé, quand on était en 5e année, qui avait son bébé, mais qui était major de promo. Et je me disais, mais viens là, comment elle fait? En fait, ça dépend de tes objectifs de vie. En Oui. fait, ça dépend. Si tu veux te laisser à la grossesse, tu vas laisser les études, tu vas laisser tes activités, tu vas rien faire. Et Voilà. c'est de tout ça. Pour moi, j'aimerais bien être à la vie avec ma maman, tranquille. Je n'ai rien à faire. Mais le problème, c'est si tu as des défis à relever, tu t'adaptes. Tu Voilà. t'organises et tu t'adaptes. Moi, j'étudiais à l'hôpital avec Gida. On révisait fort. Tu n'as pas dormi. Tu fais 2 heures de sommeil le matin de 7 heures. Et tu enchaînes une journée normale. Ouais. Oui. Tu t'adaptes, ça ne peut pas. Oui, chérie. Quoi, Kiran qui nous a rejoint. Kirana rejoint le plan. Ah, c'est des sujets dont on ne parle pas assez, hein. Tu voyais le monde du travail, les femmes dans le monde du travail, les femmes avec un bébé. C'est vrai, il y a le congé maternité, Dieu merci. Mais même à 3 mois, à 6 mois, même à 1 an, c'est pas facile de concilier vie professionnelle et vie de boulot et vie de maison, vie de famille, vie de couple. Comme Achille l'a dit tout à l'heure, garder son couple et ne pas oublier qu'on est quand même un couple avant de dire qu'on est parents. Tant de Voilà. choses tant de changements. C'est énorme. C'est énorme. Et il y a même un abonné qui demandait euh, par rapport à l'éducation des enfants, comment s'entendre. Et c'est un thème qu'on va aussi aborder plus tard parce que c'est des défis en fait. C'est des choses qui sont pas si aisées que ça. Et il faudrait que on revienne sur ces sujets-là un peu. Tiens, Il on l'a a libéré. Kiran, toi, tu es sage, hein? Oui, on l'a libéré. Son papounet qui est là. Ah, son papa est là. C'est bien. Oui. D'accord. Je voulais te demander, Tu m'entends pas bien. c'est quoi les challenges dans la vie de couple quand un bébé vient? Déjà, ne pas se perdre. Ne pas perdre le lien qu'il y avait en fait. Parce que quand l'enfant vient, bon, nous, les mamans, on a tendance à se focaliser sur le bébé et on oublie qu'il y avait quelqu'un qui est là. Et qu'il y a la guerre qui commence avec le bébé, le papa qui fait la jalousie, du fait que, voilà, il n'est plus le centre d'intérêt.
Il faut pas oublier, je pense que c'est le plus gros challenge, hein. C'est le plus gros challenge. Ne pas s'oublier surtout. Essayer de trouver du temps pour soi, pour le couple et le reste, voilà. Je pense que c'est le plus important parce que c'est très facile de se perdre, hein. Commencer Oui. à se focaliser sur le bébé, tout le temps le bébé. On se demande même, vous allez vous retrouver à deux dans la maison, chacun est sur son téléphone ou voilà, chacun fait autre chose, mais il n'y a plus cette affinité qui avait là, le lien qui avait là. Ça se perd très rapidement, je pense, Ah. à mon avis. Et il y a même beaucoup de couples qui divorcent dans les premières années qui suivent la naissance d'un bébé. Mm. Ouais. C'est le plus gros challenge. Moi, je pense que je n'aime, avec 2 bébés, je n'ai pas relevé. Un bébé, ça prend de l'espace. Et sans le faire exprès, parce qu'il ne peut pas avoir besoin de soins. Et tu vas lui dire, non, 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 ça fait 2 heures de temps que je m'occupe de toi, je vais m'occuper de ton papa. Ou je vais aller me faire un soin du visage. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Et il y a tellement d'autres choses à faire parce que tu as ta vie normale qui continue son cours Oui. et qui vient s'ajouter. Donc, par exemple, là, quand il dormait, même si on n'était pas en train d'enregistrer, je ne serais pas en train de faire un soin du visage ou un truc. Je vais profiter pour plier les habits, pour avoir des cours, comme ça. Après, lui, quand il se réveille, tu ne peux plus faire ça non plus. Donc, c'est vraiment le plus gros challenge, arriver à maintenir son espace. Donc, tu t'entretiens plus, les hommes sont physiques. Donc, voilà, on va dire que voilà, tu as Ah plus oui, du temps. les Maintenant, hommes sont physiques. tu te maquilles plus, tu fais plus ci, tu fais plus ça. Donc, ça diminue. Ouais. C'est ça. Même la vie sexuelle peut prendre aussi un coup. Oui. Dans le postpartum, ça peut prendre un coup. C'est pas simple, c'est plus pareil. La nuit, tu ne dors même pas. Le bébé est là, tu as besoin de ce que tu peux faire. Il ne peut plus rien faire. Alors voilà, les humains qui vont commencer à changer, à se mélanger. Oui. On ne fait pas attention, franchement. Ça, malheureusement, je ne sais pas, peut-être tu vas trouver des experts qui vont nous donner les conseils. Sinon, même, franchement, je sais que ça, c'est un challenge. Même avec 2 enfants, là, c'est un challenge qui n'est pas relevé. C'est un problème qui persiste et je ne sais pas comment. Ouais, c'est Les prévu. enfants, Il Dans ma tête. a prévu d'éviter quelqu'un pour je ça. vois des familles qui ont accouché, qui continuent de sortir, qui postent des trucs, qui sont bien pimpantes et tu te demandes comment elles font. C'est compliqué. Wow. En tout cas, c'est des questions réelles, hein, sur lesquelles on va suivre revenir. C'est des choses qu'il faut qu'on sorte de sous le tapis et qu'on les aborde. Parce que non seulement ça va nous permettre d'apprendre, mais aussi de voir comment d'autres ont réussi et s'en inspirer et inspirer d'autres personnes également. La deuxième partie de ce podcast qui est consacrée à l'interview du docteur Audrey Touré, pharmacienne de profession, qui va se présenter, nous livrer son témoignage. Très, 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 très intéressant. Et je pense que j'aurai l'occasion de la réinviter sur ce plateau. Audrey, à toi la parole. Je ferai l'effort de te répondre aussi. Alors moi c'est Audrey Touré. Je suis ivoirienne de nationalité, mais voilà, depuis 6 à 7 ans je vis au Bénin. Je suis pharmacienne de formation. J'ai fait toutes mes études à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Et actuellement, je manage une boîte qui s'appelle Go Medical. Donc, c'est une boîte qui intervient dans le domaine de la santé numérique. Je suis aussi maman d'une petite fille. Elle a 2 ans, 8 mois maintenant. Et elle s'appelle Nouria. Se présenter, se remémorer un bon moment de la vie. Alors, pour moi, il y a eu pas mal de bons moments. Il y a eu pas mal de bons moments dans ma vie. Mais l'un des moments qui me vient en tête là maintenant, je pense que c'est la fois où, concernant la maternité bien sûr,
c'est la fois où je suis allée en consultation avec mon partenaire. Et c'était le jour où on devait, je pense que c'était à la 8e semaine, si je ne me trompe pas bien, c'est bien sa 8e semaine. Et on devait avoir une échographie pour écouter le cœur du bébé. Donc c'était la première fois pour nous d'entendre notre bébé, d'entendre le cœur de notre bébé battre. Donc c'était quelque chose de formidable. C'était quelque chose de formidable parce que je pense que c'est là même où j'ai pris conscience que j'étais enceinte et qu'il y avait un petit être en moi qui grandissait et que voilà, j'étais une future maman. Alors, la découverte de la grossesse, il faut dire que je m'y attendais. Parce que, pas que c'était planifié, non. Mais j'étais dans une période où je souhaitais, mon partenaire et moi, on souhaitait déjà avoir un enfant, fonder une famille. Donc, on s'y attendait et voilà, on mettait tout en œuvre. Bien sûr, tout en prenant du plaisir et tout, à avoir un enfant. Donc, on s'y attendait. Du coup, quand je suis tombée enceinte, c'était pas waouh. Je m'y attendais. Le premier sentiment, par contre, malgré tout, c'était la peur. C'est le premier sentiment qui m'a animée, c'était la peur. Et la première question, c'était de savoir si j'allais y arriver, si j'allais être maman. Parce que je sais que c'est une très grande responsabilité. Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que j'allais arriver à garder cet enfant-là 9 mois à l'intérieur de moi? À accoucher, ça fait aussi peur. Et à être une bonne maman. Et au-delà de tout ça, à être un bon parent pour mon enfant. Après, j'avais aussi peur parce que je me demandais comment j'allais l'annoncer à mes parents. Il faut dire que c'est pas quelque chose à laquelle on nous prépare, d'accord, quand on entre dans la vie active. Encore que j'étais encore à la fac, j'étais en 5e année, je finissais la 5e année et je me préparais pour l'examen de connaissances générales. C'est après l'examen de connaissances générales maintenant que tu choisis un thème, tu soutiens et voilà, tu deviens docteur en pharmacie. Donc, j'avais un pied à la fac et un pied dans la vie active. Du coup, j'étais pas totalement indépendante. Je dépendais encore financièrement de papa et de maman. Bien vrai que je vivais avec mon partenaire déjà, mais voilà, j'étais pas du tout indépendante. Donc, je me demandais comment j'allais l'annoncer à mes parents, surtout à ma maman. Parce que j'avoue que c'est une femme qui a toujours mis le travail de la femme en premier plan. Donc, je me demandais vraiment comment j'allais l'annoncer parce que je n'avais pas encore fini la fac. Et c'est sûr que, voilà, une partie d'elle serait vraiment déçue. Donc, comme je le disais, c'est une femme qui m'a toujours appris que la femme doit exceller dans ses études. La femme doit trouver un travail avant de se marier, avant d'avoir un enfant, etc. Donc, du coup, voilà, c'était un peu comme, je voyais l'annonce comme une déception. Mais en même temps, je me disais qu'elle serait heureuse d'avoir un petit enfant, heureuse de voir tout le chemin parcouru. Et voilà, j'avais quand même une lueur d'espoir qu'elle me soutienne, m'encourage pour la suite. Bon, après la peur, il y avait la joie. Absolument. C'est une très bonne nouvelle, une grande nouvelle. Et voilà, donc c'était un mélange de peur, de joie, d'excitation surtout. Alors, concernant le déroulement de la grossesse, à quoi est-ce que je ne m'attendais pas? Pour la petite histoire, il faut dire que j'ai essayé de me préparer tant bien que mal à la grossesse, au déroulement de la grossesse. C'est-à-dire, j'ai fait assez de littérature, j'ai regardé assez de vidéos sur YouTube pour voir un peu comment ça se passe, quels sont les différents symptômes de la femme, comment le corps réagit, tout ça en fait pour avoir une meilleure expérience. Mais il faut dire que voilà, souvent la réalité est autre. Du coup, ce à quoi je m'attendais pas, c'est parce que moi personnellement, les débuts ont été vraiment difficiles pour moi, difficiles dans le sens où les symptômes franchement m'ont épuisé, m'ont fatigué. Je ressentais une fatigue chronique, une fatigue extrême. J'arrivais à peine à faire quelque chose de moi-même. J'arrivais à peine à faire une activité et tout. Donc, la fatigue chronique, parce que
je suis quelqu'un d'actif, je bouge beaucoup et tout. Donc du coup, basculer de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'était vraiment une claque, si je peux le dire ici. Voilà, du coup, j'avais du mal à vivre cette fatigue chronique. J'étais pratiquement tout le temps couchée. Voilà, et mes journées commençaient au plus tard à 13 heures. En matinée, j'étais carrément couchée. Donc, il fallait attendre 13 heures pour que je puisse me retrouver un peu et faire quelque chose de ma journée. Donc, c'était difficile pour moi de constater qu'en partie, j'étais faible. Même si ça n'arrive pas à toutes les femmes, je tiens à le préciser. C'était difficile pour moi de constater que j'étais en partie faible. Voilà, que je n'étais pas à 100% de mes performances. Et c'était difficile. Autre chose, c'est que j'ai dû arrêter le boulot à 4 mois de grossesse parce que je faisais une ménage sur grossesse. J'avais des contractions précoces. Du coup, le gynécologue m'a demandé d'arrêter le boulot. Et c'était aussi difficile parce que ça me demandait de rester longtemps alité, de rester à la maison, de ne pas, par exemple, aller au marché pour faire mes courses, de ne pas faire le ménage et tout. Donc, c'est sûr à quoi je ne m'attendais pas vraiment. Pour moi, en fait, la grossesse allait très bien se passer. J'allais être active, j'allais continuer le boulot, j'allais terminer le CG, prendre un thème et voilà, préparer ma thèse. Mais tout ne s'est pas bien passé. Alors, le trousseau de bébé, c'est une question assez sensible et c'est l'une des questions que la future maman se pose. La constitution, surtout, composition et le budget. Alors, moi, je dirais que le trousseau de bébé, c'est tout ce qu'il y a d'essentiel pour les premiers jours de bébé à la maternité et de retour à la maison. Il est très important pour la future maman ou la nouvelle maman de ne pas en faire trop. Parce que parallèlement à tout ce qu'elle aura acheté, il y aura des dons, il y aura des cadeaux. Du coup, ça compense. Donc, c'est vraiment de se limiter au strict essentiel. C'est-à-dire, par exemple, 2 draps, 2 serviettes, 2 ou 3 bodys pour l'enfant, des chaussettes, des chaussons, des bonnets à cause de la fraîcheur. Voilà. Et la trousse de toilette. Mais c'est vraiment de faire au plus simple et le strict minimum et d'essayer vraiment de minimiser les coûts parce qu'il faut dire que les nouveau-nés grandissent très vite. Donc si c'est que la maman elle est excitée et qu'elle ne se contrôle pas, qu'elle achète tout un tas de trucs, voilà, l'enfant ne pourra pas tout utiliser dans les jours parce qu'il va très vite grandir et voilà, il sera obligé de renouveler son stock. Du coup, c'est vraiment très important de prendre des conseils dans son entourage, de prendre des conseils et d'être accompagné pour les achats, pas quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui connaît les magasins ou les dames qui vendent la qualité mais vraiment à des prix qui sont abordables et non déraisonnables. Et oui, on peut acheter par vague, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'enfant grandit, on renouvelle la garde-robe, on renouvelle le stock. Je pense même que c'est la meilleure idée. Sinon, on prend des décisions hâtives et puis après, on regrette. Alors, l'étape de l'accouchement, il faut dire que c'est une étape que j'ai très bien vécue. Et j'ai toujours le sourire quand je m'en rappelle. Je me suis préparée à l'accouchement. Comme je le disais au début, j'étais à fond dans la culture sur la maternité, savoir comment ça se déroule, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je me suis aussi préparée à l'accouchement. J'ai suivi des vidéos voilà, sur l'énergie, par exemple, qu'on dépensait lors de l'accouchement, comment gérer sa respiration lors de l'accouchement, inspire, expire, à quel moment il faut inspirer, à quel moment il faut expirer, comment gérer les douleurs des contractions, comment déclencher l'accouchement. Donc j'essaie de me cultiver sur toutes ces notions-là. Et voilà, le jour de l'accouchement, par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. J'étais à terme. Après mon dîner, j'ai commencé à sentir voilà, qu'il y avait un liquide qui coulait. C'était du sang, je saignais. Et j'avais lu en fait que parmi les signes précurseurs d'un accouchement, il y avait les saignements. Donc j'ai alerté mon partenaire et voilà, la clinique se trouvait juste à côté de nous. Donc j'avais déjà fait ma valise, j'avais déjà fait la valise du bébé. Donc on a pris tout ce qu'il y avait à prendre et on est parti en clinique. Il était 23 heures par là. La prise en charge a été parfaite. J'ai vraiment aimé et je félicite
toujours la clinique en question et voilà, on a appelé le gynéco est venu 10 à 15 minutes plus tard, on a attendu la dilatation du col et par la grâce de Dieu aussi la dilatation c'est très vite faite parce que 2 semaines avant l'accouchement, le gynéco m'avait recommandé de marcher en fin d'après-midi. Ce que j'ai fait durant ces 2 semaines. Et voilà, je pense que ça joue un rôle vraiment très important dans le déclenchement de l'accouchement et dans la dilatation du col. Pour le vécu du postpartum, je vais dire que les 4 premiers mois ont été super difficiles pour moi. C'était un véritable challenge. Et je rends grâce à Dieu parce que je me suis en sortie. Sinon, je pense que j'aurais eu des séquelles. C'était difficile dans le sens où il y a un nouvel être qui entre dans la famille. Voilà, un être que tu ne connais pas en réalité. C'est vrai que tu l'as porté pendant 9 mois, mais tu ne le connais pas. Donc, tu dois apprendre à le connaître. Encore que vous n'avez pas le même langage. Donc, il doit apprendre à connaître ton langage. Toi aussi, en retour, surtout toi, la maman, tu dois apprendre à connaître, à comprendre lui son langage. C'est là que c'est difficile. Parce que le langage du bébé, ce sont les pleurs. Et toi, les pleurs, en fait, c'est synonyme de douleur. C'est synonyme de douleur, c'est synonyme de j'ai mal. Maman, tu ne t'occupes pas de moi. Maman, tu ne fais pas bien. En gros, c'est ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Donc, il fallait s'adapter à la situation. Les premiers jours ne sont pas faciles à vivre, avec les coliques, les nuits blanches, le fait que bébé pleure tout le temps. Et moi, j'ai vécu une situation que vivent beaucoup de mamans, mais dont on n'en parle pas beaucoup. C'est que j'avais une très mauvaise montée de lait. Et malgré tous les conseils de nutrition, malgré tous les conseils que les grandes-tantes me donnaient, bois la bouillie chaude, prends telle plante, etc., la montée de lait ne se faisait pas convenablement. Du coup, je n'alimentais pas bien bébé au départ. Et j'étais énormément stressée, j'étais énormément fatiguée. J'essayais, mais je n'y arrivais pas. Finalement, on a dû mettre le bébé au lait artificiel pour compenser le lait maternel. J'étais soulagée, mais cela créait en fait des remords en moi. Je me disais que je n'étais pas une bonne mère parce que je n'arrivais pas à allaiter mon enfant. Et ces remords-là m'épuisaient, me fatiguaient. Et puis, je n'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à partager cela avec ma maman, avec mon partenaire, avec ma belle-mère, avec toutes ces personnes qui se trouvaient autour de moi. Parce qu'à chaque fois que j'abordais le sujet, tout le monde se braquait. Quoi, tu as mis l'enfant au lait artificiel? Mais cherchez à comprendre pourquoi. Mais non, on se braque, on dit déjà que ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi tu as fait ça? On accuse en même temps la maman, mais en réalité, c'est pas ce qu'il faut faire. Du coup, j'étais vraiment au bout du rouleau, c'était difficile et tout. Et voilà, j'ai trouvé un échappatoire. J'ai connu des jeunes dames sur les réseaux sociaux avec qui j'ai commencé à échanger et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas seule dans cette situation. Il y avait pas mal de femmes qui vivaient cette situation et qui ne s'en sortaient pas forcément. Mais je me suis dit, attends, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est un peu comme si la société victimisait voilà, la femme. Elle n'est pas tout le temps coupable et il faut qu'on essaie de changer la donne, il faut qu'on essaie d'améliorer les choses. Et c'est là que j'ai commencé à reprendre confiance en moi. J'ai fait un travail terrible sur mon mental et c'était un combat avec moi-même déjà parce que je devais reprendre le dessus, je devais me reprendre en main. Mentalement, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, mais par la grâce de Dieu, voilà, à force de patience, de persévérance et tout, tout s'est bien passé et je m'en suis sortie quand même au bout de 6 mois. Ce n'est pas une course à la montre. Ce n'est pas une course à la montre. Et pour les nouvelles mamans, moi, je leur dis beaucoup de courage. C'est vrai que avec la grossesse, tu prends du poids et autres. Et je sais pas, ces temps-ci, je parcourais un peu mes TikTok, mais tu vois plein de mamans qui courent, qui veulent retrouver leur forme de l'avant-grossesse et tout. Je leur dis, votre corps a pris 9 mois pour
a pris le temps de se changer dans tous les sens, d'être étiré et tout, mais après, juste à un mois après la grossesse, on se dit déjà qu'on veut retrouver sa forme d'avant-grossesse. Je pense qu'il faut vraiment du temps. Prenez soin de vous. Il n'y a pas de, il y a pas de pression. Avec le temps, on se retrouve physiquement et tout va bien. Faut juste pas se laisser aller. Mais quand même, faut lâcher prise et tout le reste, ça viendra tout doucement. Voilà. Et toi, MF? C'est ça, beaucoup, beaucoup de courage aux mamans, aux papas aussi. Et il faut pas se mettre la pression. Il n'y a pas de mode d'emploi fixe. Donc, chacun qui trouve son rythme. Et il faut pas ressembler aux autres parce qu'on n'est pas pareil. Donc, les pressions de la société, tout ça, retrouver ventre plat, ça, c'est pas le plus important. Il faut profiter de bébé, profiter de sa famille, profiter du moment présent. Parce que ça passe et voilà, ça ne revient pas. Et les hommes, soyez présents le plus possible pour vos femmes. Voilà, essayez de vous soutenir. C'est important. Et le plus important, c'est le début de quelque chose qui ne finit pas. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Ah ben, vous avez intérêt, hein. Je finis de faire le montage. Il est 3h45. Je suis crevé. Je suis sûr que je pourrais pas m'endormir pour le reste de la nuit. Et je dois être au boulot tout à l'heure. Bon, on va finir de chialer, de se plaindre. Et j'espère que le format de cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, pour quelques soucis de coordination et de temps, nous n'avons pas pu avoir le docteur Audrey sur l'épisode, mais elle a gracieusement accepté notre invitation pour d'autres fois, ainsi que MF et H, que je remercie, je les remercie toutes. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Dites-nous en commentaire si les vidéos de long format d'1h20, 25 minutes, ça vous dit, ou si vous préférez qu'elles soient fragmentées en 1h25 minutes. Si vous aussi vous avez vécu une maternité, vous avez déjà eu la grâce de porter un bébé, d'accoucher, partagez-nous votre expérience dans l'espace commentaire. On espère vraiment vivement vous lire. Si vous avez aussi des questions ou des thématiques qui vous semblent importantes, n'hésitez pas à nous le formuler dans l'espace commentaire. Si vous avez des sujets qui vous semblent pertinents à aborder, si vous avez aussi des questions au sujet du postpartum, de la sexualité dans le couple, de cette thématique, n'hésitez pas, nous sommes là. Allez, je vous passe le salam. Vous commencez par en avoir l'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous à 3 personnes de votre entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Allez, comme le use, je vous souhaite une bonne nuit. Je sais pas, il est 3h. Oh, je suis crevé. Enfin bref. Bon réveil, bonne suite de journée. Sûrement que vous l'écouterez, je sais pas à quel moment. Voilà, profitez bien des vôtres, de votre famille, de ce week-end qui finit. Bis!